Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil de haut potentiel à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Aujourd'hui, un format un petit peu particulier, un format audio dans lequel je vais me confier sur certains de mes doutes pour que tu en retires aussi une idée, un bénéfice. C'est de te rendre compte que le doute fait partie de l'esprit humain et notamment des hauts potentiels. Et que même, moi qui suis toujours sur le devant de la scène, on va dire, en vidéo, eh bien, j'ai des doutes et c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, un partage d'un petit peu d'intimité, d'un petit peu de confidentialité sur mes projets professionnels, mes projets personnels, et que tu comprennes aussi mieux mon fonctionnement, le fonctionnement d'un potentiel, et aussi te rendre compte que le doute, l'imperfection, c'est normal et c'est pas grave, et qu'on doit avancer avec ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir au programme ? 2 parties. Je vais te parler de mes doutes professionnels, 2e partie de mes doutes personnels. Dans la première partie, dans la partie doute professionnel, je vais te parler peut-être du retrait des formations au niveau de l'université de haut potentiel, au profit de quelque chose d'autre. Je vais te parler aussi du lancement d'un hypothétique abonnement aussi. Dans mes doutes personnels, je vais te partager des doutes un petit peu plus douloureux sur ce que je vais appeler une vie nomade, puisque je me considère comme un nomade, bien que tu verras, c'est pas l'image qu'on peut se faire quand je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment. Et je vais te partager donc mes doutes de vie nomade avec la scolarité de mes enfants, la vie sociale, à quel moment ai-je été le plus heureux dans ma vie, aujourd'hui ou avant. Et ça te permettra de faire un patchwork pour mieux comprendre l'université, mieux comprendre le haut potentiel, surtout de manière générale, et faire un parallèle avec tes doutes aussi, et peut-être t'apporter des réponses. Donc, avant de commencer, tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte. Oui, un petit peu d'autopromotion. Une formation pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Alors, retrait des formations sur étagère. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une formation ? Alors, j'oublie de te dire, si tu veux sauter dans la vidéo, il y a un petit menu sous la vidéo ou dans le podcast ou directement dans le menu sur YouTube qui te permettra de sauter à la partie qui t'intéresse. Donc, retrait des formations sur étagère. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une formation sur étagère ? Une formation sur étagère, c'est une formation qui n'est pas personnalisable et qui est disponible toute l'année. On a testé différentes formules pour ces formations en ayant pour seul but que tu consommes ces formations. Alors pas dans un but de vendre pour faire de l'argent. Il faut en faire, c'est sûr. L'argent, c'est une très bonne énergie. Mais surtout, mon rôle en tant que coach, que thérapeute, c'est vraiment de te pousser à passer à l'action et d'appliquer les meilleurs conseils qui peuvent t'aider à vraiment t'épanouir avec ta douance. Et tout ça dans la liberté de le faire. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Mais il faut comprendre que la base de ces formations, c'est qu'elles n'ont pas été faites pour être rangées sur le disque dur d'un ordinateur, et que personne ne les écoute, personne ne les regarde. Elles ont été faites pour justement qu'elles servent, qu'elles aient une utilité. Et donc, les formations sur étagère, ce sont des formations qui sont disponibles toute l'année. Et on se rend compte, statistiquement, et ça c'est ce qu'on appelle un biais cognitif chez l'être humain, c'est que lorsque quelque chose est disponible tout le temps, l'esprit humain se dit, si c'est disponible tout le temps, je reviendrai plus tard au moment où ça sera le bon moment. Mais malheureusement, ce moment-là, dans 97% des cas, n'arrive jamais.
c'est jamais le moment où j'ai assez d'argent, c'est jamais le moment où j'ai assez de temps, c'est jamais le moment où je suis prêt, c'est jamais le moment. Donc ce moment n'arrive jamais. Et donc, nous, pour que ça fonctionne au mieux, pour que les hauts potentiels consomment et s'épanouissent avec ces formations-là, on a testé différentes choses. Là, je te partage vraiment de la confidentialité sur le mode de fonctionnement de ce qu'on fait. Et on a testé différentes formules et je voudrais te donner les conclusions et mes doutes là-dessus. Le premier essai, qui est totalement un essai qui se base sur mon expérience en marketing, puisqu'il faut le savoir, si tu ne sais pas, j'ai passé de nombreuses années en tant que directeur marketing de plusieurs sociétés. Et bien en marketing, on sait déjà, on a des bases dans lesquelles on sait que si une formation est disponible tout le temps, et bien cette formation, ou ce produit ou ce service, sera beaucoup moins consommé qu'un produit qui est retiré. C'est ce qu'on appelle le phénomène de rareté et d'urgence, c'est-à-dire, voilà, ça fonctionne comme ça. Je me suis dit, partons sur cette base et proposons des formations qui sont là que pendant une semaine, parfois 15 jours, et au bout d'une semaine, 15 jours, on les retire des étagères et elles ne sont plus disponibles. On a fait ça pendant 1 an, ça marchait très bien. Et on s'est rendu compte qu'on avait quelques mails anecdotiques de personnes qui nous disaient « mais j'aimerais bien avoir accès à telle ou telle formation » et elle n'y est pas. Ce à quoi on répondait « non, il faut être là pendant que la formation ouvre ». C'est comme une session de cours, comme un stage en présentiel. Tu peux pas dire, tiens, moi je veux mon stage que pour moi, il faut que... Voilà. Donc, et on ne donnait pas accès à ces formations-là. Mon assistante de l'époque me disait, Siegfried, ça serait quand même dommage, franchement, il faudrait laisser l'accès à ces formations. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens peut-être qui c'est justement le moment où ils ont le temps, l'énergie, ou peut-être qu'ils ont l'argent, et si on leur laisse pas l'opportunité de le faire à ce moment-là, ils le font pas. Bon. Après plusieurs mois, je me suis dit, on va tester pour voir. Donc on va remettre les formations disponibles toute l'année, mais avec un tarif préférentiel au moment de la sortie de la formation. Pour se dire, voilà, effectivement, c'est une nouvelle formation, ceux qui sont inscrits sur notre liste de communication, vous avez un petit privilège, c'est de pouvoir recevoir la formation à un tarif plus avantageux au moment de sa sortie, après la formation est définitivement mise sur étagère et elle est disponible à un tarif public. On s'est rendu compte, là ça fait 1 an quasiment, que ça marche beaucoup moins bien. Donc, première conclusion, règle de marketing était fondée, ça marche beaucoup moins bien. Alors, il y a 2 conclusions, il y a 2 conséquences à ça. La première, c'est qu'effectivement, les formations, on en vend moins, donc effectivement, on a moins de moyens pour créer d'autres nouvelles formations. Donc c'est une première conclusion totalement économique. Deuxième conclusion, c'est qu'effectivement, les formations ne sont pas consommées, c'est-à-dire que les personnes qui en ont besoin ne passent pas à l'action pour avoir la solution. Et ça, il faut avoir un petit peu d'expérience au niveau de l'accompagnement de l'humain, c'est qu'effectivement, c'est très compliqué de passer à l'action. Notamment quand on a des problèmes qu'on veut résoudre, notamment quand on veut atteindre un objectif. Je te renvoie aux bonnes résolutions de début d'année, quand on se dit, tiens, je vais aller à la salle de sport pour perdre du poids, pour prendre du muscle. On le fait 1 semaine, 2 semaines, et c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, ça devient dur, et c'est à ce moment-là qu'on ne passe plus à l'action, qu'on se dit, non, mais en fait, c'est pas grave, je me remettrai aux prochaines vacances, quand ça sera mieux. Bref, l'esprit humain est ainsi fait, et ce qu'on appelle la résilience n'est pas une capacité qui est donnée à tout le monde. Ça se travaille, mais à la base, il y en a qui ont une belle voix, il y en a qui ont des jolis yeux, et il y en a qui ont une forte résilience et d'autres non. Et donc, conclusion, les formations se consomment moins. Donc ça c'est un bilan qui est un petit peu négatif à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est que on va peut-être revenir à l'ancienne version. C'est-à-dire on ouvre la formation 1 semaine par an et au moins celle-ci est disponible. L'avantage, c'est que les élèves dont tu fais peut-être partie passent à l'action tout de suite et effectivement vont trouver réponse à leurs problèmes, à leurs solutions.
L'inconvénient, c'est que si l'élève arrive en cours d'année et a besoin de telle problématique de formation, il ne peut pas y accéder parce que la formation n'est plus disponible. Mais, je vais te dire, c'est un petit peu le propre de tout enseignement. On est un petit peu habitué aujourd'hui à l'enseignement fast-food, accessible, et dans n'importe quelle université, école, même dans notre système scolaire, dans le système de formation en présentiel aussi, quand la session est passée, elle est passée. Quand tu rentres, je sais pas moi, en seconde au lycée, premier trimestre, tu travailles une thématique, et une fois que si tu arrives en cours d'année au deuxième trimestre, on va pas revenir sur le premier trimestre, c'est trop tard, c'est passé. Donc, voilà, le fait de mettre ces formations, de les retirer et de les rendre disponibles qu'une semaine par an, voilà, c'est un moyen pédagogique, andragogique, même je dirais, de faire passer à l'action les élèves qui ont besoin de ces formations-là et de les inciter à consommer de manière très bienveillante. Donc on se pose la question là-dessus et dis-moi en commentaire d'ailleurs quel est ton avis là-dessus. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir ta réponse. Je vais pas lancer un sondage, tout ça, je veux vraiment que ce soit que les personnes qui soient focus, qui écoutent les vidéos et les podcasts comme celui-ci. Donc ça c'est le premier doute, tu vois, d'avoir des doutes sur qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je garde les formations comme ça? Est-ce que je les retire? On pèse la balance bénéfice-doute, mais aussi la balance humaine aussi. Pas la balance bénéfice-doute, bénéfice-risque, je veux dire. Et il y a aussi à prendre en compte l'esprit humain, l'éthique aussi, quand on fait quelque chose comme ça. Et parfois, il n'y a pas de bonne réponse, puisqu'on est partagé entre, effectivement, économiquement, il y a une réponse qui est évidente, humainement, il y a une autre réponse, mais c'est vrai que, en tant qu'au potentiel, notamment en tant que HPI, je vais être beaucoup plus cognitif, beaucoup plus rationnel, et je vais regarder les chiffres. Je vais me dire, ok, effectivement, les formations sont moins consommées, de manière générale. Les formations qui sont achetées tout au long de l'année sont très anecdotiques, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a laissé les formations toute l'année, on a eu des personnes qui ont accédé à ces formations, mais c'était vraiment très anecdotique. C'est du 1 ou 2% de personnes qui ont acheté sur l'année. Et donc, dans la totalité de l'année, dans le bilan de l'année, on se rend compte qu'il y a moins de personnes qui ont consommé les formations. Donc ça, c'est l'esprit rationnel. Ça, c'était les formations. Deuxième doute, c'est le lancement d'une école des X-Men sous forme d'abonnement. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Alors, je sais que de manière rationnelle et de manière totalement marketing, il y a du pour, il y a du contre. Ça demande une charge de travail supplémentaire. Ça demande un investissement supplémentaire de ma part. Il y a un bénéfice quand même à avoir une école sous forme d'abonnement. Et je vais te donner l'idée. Si on lance ce type d'abonnement, il va y avoir un accès progressif au catalogue des formations. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le catalogue de l'université sera disponible pour un investissement mutualisé, puisqu'en fait, pour un petit abonnement tous les mois, tous les mois, des formations vont se débloquer et au bout d'une session de 1 an d'abonnement, toutes les formations seront accessibles. Deuxième idée derrière ça, c'est qu'il y aura un accès aux ateliers de suivi, puisqu'il faut savoir que tous les mois, il y a un atelier de suivi qui est réservé aux personnes qui sont en coaching ou en thérapie, ou qui suivent le programme d'accompagnement HP 360. Cet abonnement donnerait droit à avoir un atelier de suivi, puisque on inclurait tout dans ce type d'abonnement. Il y aura aussi l'accès à un groupe privé d'entraide sur Telegram qui existait déjà. Et il y a une petite idée aussi de gamification, c'est-à-dire que chaque mois d'abonnement donne droit à puisqu'on est dans l'univers de Star Wars, à des étoiles bonus. Et ces étoiles bonus cumulées donnent droit à des crédits dans l'université de potentiel, ou à des crédits de consultation, ou à des crédits pour réaliser un bilan de détection. Bref, c'est une sorte un petit peu de gamification de jeu, pour se dire, chaque mois d'abonnement, sans rien faire, tu cumules des étoiles bonus et qui font que tu vas pouvoir accéder à d'autres choses qui sont peut-être plus intéressantes pour toi. C'est une idée, mais c'est un doute aussi, parce que avoir un abonnement, ça demande, comme je te disais, un investissement, mais en termes de temps de ma part. Il faut savoir que j'en ai pas vraiment beaucoup de temps déjà aujourd'hui. Et donc là aussi, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que pour toi, un abonnement
qui permettrait tous les mois d'accéder progressivement, chaque mois, à 1 ou 2 formations, à chaque mois un atelier de suivi, chaque mois l'accès au groupe privé d'entraide de Telegram sur lequel je suis régulièrement, avec des étoiles bonus qui se cumulent comme ça. Est-ce que ça serait mieux plutôt que d'avoir au choix, de temps en temps tu prends une formation pour la consommer? Je pense qu'il y a même un aspect communautaire qui est plus intéressant dans cet abonnement, de faire partie d'un groupe, d'être comme dans un cocon. Ça peut être aussi une idée intéressante et j'aimerais bien la tester aussi. Donc donne-moi ton avis aussi dans les commentaires. On va passer maintenant dans cette deuxième partie sur les doutes personnels. Là, tu vas rentrer dans mon intimité. C'est pour ça qu'on est un petit peu au format de podcast. Ça me permet d'être un petit peu plus libre que de face à la caméra. Donc, je te parlais tout à l'heure de vie nomade, parce qu'effectivement, je considère que j'ai aujourd'hui, avec ma famille, une vie nomade. C'est-à-dire que on ne vit pas en permanence au même endroit, ni dans le même pays, puisqu'on passe plusieurs mois dans l'année dans le nord de l'Europe, ensuite on passe plusieurs mois de l'année en France, et ensuite plusieurs mois de l'année dans totalement le sud-est de l'Europe, où il fait beaucoup plus chaud. Et on trouve un équilibre là-dedans, et c'est une sorte de vie, moi, que j'ai toujours rêvé. Déjà parce que le haut potentiel, lui, a tendance à souvent s'ennuyer, il marche par cycle. Et le cycle nomade est très intéressant parce que ça permet de me stimuler au niveau intellectuel, au niveau motivation, plutôt que de rester toute l'année au même endroit. Et notamment aujourd'hui, quand on sait les problèmes qu'il y a au moment où on tourne ce podcast au niveau géopolitique et sanitaire. Mais cette vie nomade, quand on la vit seule, c'est très bien. Quand on a 20, 25 ans, c'est bien, célibataire, on peut faire ce qu'on veut, on n'implique que soi-même. Mais lorsqu'on a une famille, comme moi, avec une femme, 2 enfants, eh bien, il y a tout un contexte à prendre en compte. Premier contexte, c'est la scolarité de mes enfants. Alors souvent, beaucoup de personnes me disent « Mais comment tu fais avec tes enfants ?» Alors déjà, heureusement qu'ici on est à l'université de potentiel, on sait qu'être atypique, c'est normal. Eh bien, nous, on a accepté un fonctionnement atypique à ce niveau-là, c'est-à-dire que nos enfants suivent une scolarité à distance, par correspondance. Et on a décidé avec ma femme, d'adapter cette scolarité à notre version, idéaliste de l'éducation. Alors loin de moi l'idée de faire l'école buissonnière avec, comme on a pu le voir, avec les dérives de certaines périodes hippies où ça partait, on faisait n'importe quoi, l'enfant roi fait ce qu'il veut quand il veut, etc. Tout ça, non, on a quand même des règles, on est quand même une famille moderne, mais aujourd'hui on se rend compte, alors je ne vais pas refaire le sujet sur l'éducation, mais que l'éducation telle qu'on la connaît aujourd'hui, notamment chez nous, en Europe et en France, il ne faut pas se cacher, elle est catastrophique. Voilà. On apprend beaucoup de choses qui ne servent à rien, bref. On a donc décidé de faire une scolarité par correspondance. Et c'est comme dans toute situation, je te parlais de doute, il y a des réussites et des échecs. Et là, ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait ça avec les enfants. Alors, il faut savoir que c'est moi qui m'occupe de leur scolarité le matin, je leur fais cours le matin. Et ensuite, ils ont l'après-midi de libre. Et moi, je travaille sur l'université et d'autres activités l'après-midi. Rien n'est parfait. On a des hauts, des bas, des fois ils sont motivés, des fois non, des fois c'est catastrophique, des fois ils veulent pas se lever, des fois ils veulent travailler mais ça avance pas, des fois c'est moi qui suis pas dans le mood, dans la dynamique, qui n'ai pas envie ou qui n'ai pas le temps par rapport à des activités sur que je dois aussi moi maintenir. Donc c'est pas parfait, mais ce qui est intéressant c'est que de voir sur le long terme sur quoi on veut mener ses enfants. Et là c'est une question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on veut pour ses enfants. Nous, c'est clair et c'est net, c'est précis. On le veut qu'ils soient épanouis, heureux, épanouis. Et qu'ils soient heureux, épanouis dans une yourte au fond de Larzac en train d'élever des chèvres, ou qu'ils soient heureux, épanouis en haut d'une tour de la Défense en train de faire de la crypto-monnaie, on s'en fout. Le tout, c'est qu'ils soient heureux, épanouis et qu'ils se disent j'ai la liberté d'être épanoui dans ce que je fais parce que je fais vraiment ce que je veux, ce que j'aime. Voilà. Et nous, on veut leur donner les outils pour faire ça. Donc nous, pas de formatage dans leur scolarité à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des doutes. Est-ce que je fais
Est-ce que ce que je suis en train de faire dans l'éducation, est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais au contraire leur faire une impasse sur des choses qu'ils auraient pu apprendre? Est-ce que c'est bien aussi de les sortir de ce système-là? Est-ce que... Voilà, parce que des doutes de parents, tout simplement. Des doutes sur la scolarité. Ce qui m'amène à un deuxième doute que j'ai sur la vie sociale. Avec cette vie nomade, donc pour nous en tant qu'adultes et pour mes enfants, en tant qu'enfants, effectivement, la vie sociale est un petit peu chamboulée de la vie classique. C'est vraiment une vie sociale atypique. C'est-à-dire que lorsqu'on est en France, effectivement, notre vie sociale est un petit peu plus développée puisqu'on a beaucoup d'amis, beaucoup de familles. Enfin, beaucoup d'amis. On a des amis et de la famille en France, donc c'est plus facile. Lorsqu'on vit dans le nord de l'Europe, effectivement, c'est un peu moins évident parce que déjà, il y a une barrière de la langue. Donc, heureusement que là-bas, tout le monde parle anglais. Nous, on parle anglais. Mes enfants apprennent à parler l'anglais. Mais c'est vrai que la vie sociale est moins développée. Donc, j'ai l'impression, j'ai cette sensation-là d'avoir une vie sociale qui est un petit peu plus, en pause. Lorsqu'on est dans le sud de la France, c'est pas pareil. Dans le sud de l'Europe, je veux dire, là on parle espagnol, donc ça passe aussi. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas dans le comme en France, avec une capacité à engager une conversation profonde avec d'autres personnes. Et notamment avec mes enfants, c'est vrai que pour eux, c'est un petit peu moins facile de communiquer que dans leur langue natale, puisqu'ils ne sont pas encore ce qu'on appelle English fluent. Ils ne parlent pas English fluently, ni espagnol non plus. Donc c'est moins évident pour eux aussi. Mais voilà, donc vie sociale, est-ce que, encore une fois, un doute, est-ce qu'on n'est pas en train de se couper un petit peu d'être trop en autarcie? Et de notre côté, on se dit, mais en fait, quand on voit ce qui se passe en ce moment au niveau géopolitique, sanitaire, au niveau de la santé mentale de manière générale, est-ce qu'on n'est pas mieux comme ça? Et je me rends compte que nous, les confinements, on les a vécus, ça n'a rien changé pour nous, quasiment. Au contraire, on était même mieux pendant le confinement, pendant les confinements. Donc, encore une fois, dans ces doutes-là, il y a toujours une balance qui pèse le bonheur et le non-bonheur. Et tu vois, et on doute. Et parfois, il n'y a pas de bonne solution. Et la solution, elle est dans tester, expérimenter. Et ce qui m'a amené l'autre jour à me poser une question plus profonde, c'est, et tu peux te la poser à toi aussi, à quel moment de ma vie ai-je été le plus heureux? À quel moment de ma vie ai-je été le plus heureux? Et on va terminer là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je te parle de mon intimité, on a une vie professionnelle qui est quand même assez épanouie, on est assez à l'aise financièrement, on a une santé, une femme extraordinaire, des enfants extraordinaires aussi, on voyage à travers l'Europe, enfin voilà, on pourrait se dire waouh, franchement le mec, ça va. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que je suis le plus heureux? Et c'était très paradoxal parce que je n'ai pas réussi à avoir de réponse claire. Et j'ai retrouvé dans ma mémoire le moment où j'étais le plus heureux, c'est lorsque j'étais entraîneur d'aviron, puisque j'ai une carrière de sportif de haut niveau dans l'aviron et j'ai entraîné pendant de nombreuses années des équipes d'aviron. Et lorsque j'étais coach d'aviron, et je me suis dit, je ne sais pas si c'est pas ce moment-là où j'étais le plus heureux, où j'étais vraiment dans la matière, j'étais vraiment dans le encadré de jeunes, cette dynamique, le sport sain, et je pense que c'est à ce moment-là où j'étais vraiment le plus heureux, même par rapport à aujourd'hui. C'est quand même paradoxal. Mais comme j'aime beaucoup prendre de recul, et ce que je te propose de faire souvent, c'est de prendre de la hauteur comme ça, et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution? Parce que je pourrais me dire, tiens, effectivement, j'étais plus heureux lorsque j'étais coach-entraîneur, donc je vais tout arrêter, je vais me remettre comme coach d'aviron. Et est-ce qu'il n'y a pas une vision plus haute de tout ça, en se disant, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas une vision synthétique de tout ça? Et la réponse, c'est un petit peu ma femme qui me l'a donnée, qui m'a dit, mais pourquoi tu vas pas de temps en temps entraîner dans les clubs d'aviron? Juste comme ça, de temps en temps. Et moi j'ai répondu tac au tac, oui, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est quand je fais quelque chose, c'est que je m'implique à 100%, là y aller comme ça ponctuellement, c'est pas dans ma nature de le faire comme ça. Mais on a peut-être raison, peut-être de mettre un équilibre entre
ce travail très intellectuel que j'ai aujourd'hui, très numérique aussi, et le côté très physique de l'aviron, très dans la matière, très de contact humain, qui peut faire un bon équilibre. Donc c'est à méditer pour cette année, tu vois, je n'ai pas la réponse. Je te fais un partage à cœur ouvert, mais pour te montrer à quel point parfois on peut avoir des réflexions et que c'est important. Et c'est là-dessus que je vais conclure, sur la conclusion de tout ça, parce que c'est bien beau de sortir ma vie privée, ma vie professionnelle, mais qu'est-ce que tu t'en fous un peu, tu vois, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux en sortir de ce qu'il m'a raconté Siegfried. Premier élément de conclusion, donc, c'est que c'est normal de douter. C'est normal de ne pas avoir la réponse, souvent. Et c'est pas grave. Faut pas se dire non, je doute sans arrêt, je sais pas, je me trompe, je sais pas par quoi commencer, je suis nul. Non, ça c'est pas bon. Donc je doute, c'est normal, c'est dans la nature humaine de douter, c'est pas grave, je vais trouver des solutions. Deuxième conclusion, c'est de se dire, ok, lorsque je doute, sur quoi je dois m'appuyer pour prendre des décisions. Et quand on ne sait pas, l'expression le dit bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut tester et passer donc à l'action. Et ça, c'est la deuxième étape de ma conclusion. Dans tous les cas, il faut passer à l'action pour expérimenter. Tu vois, j'ai des doutes au niveau professionnel, au niveau de ma vie privée, mais je vais tester une de mes hypothèses, je vais la confronter à la réalité. Si c'est bien, super, je continue dans ce sens. Si c'est pas bien, effectivement, je supprime mon hypothèse et je la raille en tant qu'hypothèse qui ne fonctionne pas, et je teste la deuxième hypothèse. Mais je passe à l'action, parce que si je reste dans le doute, je ne passe pas à l'action et je n'aurai jamais de réponse. Et je m'attends à avoir un résultat négatif, en disant, mais c'est pas grave, je n'ai pas échoué, j'ai appris de mon hypothèse et du résultat négatif. Donc ça, c'est la deuxième partie de la conclusion. Et troisième partie de la conclusion, c'est de prendre surtout beaucoup de hauteur par rapport à tes doutes. Parce qu'effectivement, tu vois, quand je te pose la question, à quel moment est-ce que tu étais le plus heureux, je t'ai partagé les miens, mais est-ce qu'il faut revenir en arrière? Non, c'est dire, ok, je prends de la hauteur. Ah, effectivement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une version encore améliorée qui puisse me faire profiter de toute mon expérience et pas de rester dans ce paradis perdu, de se dire « Oh, j'étais quand même mieux quand j'étais enfant, ou quand j'étais adolescent, ou avant, c'était mieux. » Parce que le passé est souvent mieux, parce voilà, c'est comme ça. Et donc, ok, c'était mieux, mais est-ce qu'avec mon expérience que j'ai acquise aujourd'hui, je ne peux pas avoir quelque chose d'encore mieux? Tu vois, un petit peu quand on prend pour faire de la mayonnaise, on prend du jaune d'œuf et de l'huile. On a deux ingrédients séparés, et quand on les mélange, on fait quelque chose encore mieux. On fait une mayonnaise, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire une mayonnaise en prenant tes souvenirs de tes instants de bonheur et ton expérience d'aujourd'hui pour en faire quelque chose de nouveau, de beaucoup plus épanouissant aussi. Voilà pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire surtout ce que tu en penses. C'est important pour moi, dis-moi ce que tu penses de ce format. Moi, j'aimerais, franchement, je dois t'avouer, bon là, on est à la fin, on est à 28 minutes de podcast. Il n'y a plus que les plus, je ne vais pas dire les plus fidèles, mais les plus motivés qui sont là jusqu'au bout, et je t'en félicite. Moi, j'aimerais bien ne pouvoir faire que des podcasts audio comme ça. Parce que c'est le moment où je suis vraiment moi-même. Je suis pas en démonstration, si on peut dire. Parce que c'est vrai que sur les vidéos, il faut envoyer de l'énergie, parce qu'une vidéo, si c'est pas dynamique, mais on s'endort, tu vois, un long film, mou, c'est ennuyeux à regarder, on n'a pas envie, on s'arrête, et c'est pareil, une vidéo c'est la même chose. Mais les formats podcast, tu vois, pour moi, ils sont plus intimes, sont plus profonds, et ça permet de mieux comprendre, d'aller jusqu'au bout des choses. Peut-être qu'il faut faire les deux, tu vois, avoir la vidéo et l'audio, c'est prendre de la hauteur, et se servir des deux pour construire quelque chose d'encore plus épanouissant. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis, comme le disait Obi-Wan Kenobi... Que la force soit avec toi. Je vais te le refaire parce que le son n'était pas fort. Comme le disait Obi-Wan Kenobi... Que la force soit avec toi, à jamais. Que la force soit avec toi à jamais. Et n'oublie pas, je suis obligé de faire un petit peu d'autopromotion, il y a toujours
en description de ce podcast un lien vers une formation offerte qui te permettra de recevoir aussi mes emails privés dans lesquels je donne beaucoup de conseils et qui te permettra de peut-être trouver des réponses à ton haut potentiel, ton hypersensibilité ou ton atypisme. Que la force soit avec toi.